La pire sécheresse en 40 ans a frappé le Burkina Faso et brisé ses réserves de quai. Puis un paradoxe est apparu. Alors que les indicateurs plongeaient, la mobilisation nationale a commencé à monter, inversant une trajectoire que tous pensaient irréversible. Comment cette bascule a-t-elle pu surgir et pourquoi place-t-elle Ibrahim Traoré au centre d'un tournant que les Burkinabés n'osaient plus espérer? Un pays assoiffé s'est soudain découvert capable d'un sursaut. La crise hydrique de 2020 a révélé un pays placé devant un choix clair. Subir indéfiniment la sécheresse ou transformer en profondeur sa manière de produire, de stocker et de distribuer l'eau. Au cœur de cette équation se trouve une promesse simple mais décisive: garantir aux communautés rurales et urbaines un accès stable à une ressource qui conditionne l'agriculture, la santé publique et la sécurité alimentaire. Cette promesse n'est pas seulement technique, elle porte l'ambition de replacer le Burkina Faso dans une dynamique où l'autonomie prime sur la dépendance. L'enjeu principal est limpide. Sans infrastructures capables de résister aux sécheresses prolongées, les récoltes ne peuvent survivre, les marchés se vident et les tensions locales s'exacerbent. Avec une telle pression, chaque décision prise en 2023 a ouvert un chemin inédit, reliant la maîtrise de l'eau à la souveraineté économique. Et pourtant, un détail passé inaperçu pourrait changer l'échelle du projet, un détail discret destiné à maintenir l'attention. À mesure que les premiers résultats apparaissent, une question s'impose. Jusqu'où cette stratégie peut-elle redéfinir l'avenir du pays? La bascule s'est produite plus tôt que prévu. Dès 2023, alors que plus de 200 jours consécutifs sans pluie avaient invidé les sols, un réseau d'actions coordonnées a commencé à émerger sans attendre les financements extérieurs. Et la deuxième révélation est encore plus frappante. Cette mobilisation ne venait pas d'un appui international, mais d'une volonté collective structurée autour d'une décision centrale prise au sommet de l'État. Lorsque la sécheresse historique a frappé, le pays s'est retrouvé face à un système hydrique incapable d'absorber un choc d'une telle ampleur. Les puits s'asséchaient, les cultures se perdaient et les villages comptaient sur des réserves de plus en plus clairsemées. Le Burkina Faso, souvent perçu comme dépendant de la pluie, semblait condamné à répéter un cycle de fragilité auquel il n'avait jamais trouvé d'issue durable. C'est dans ce contexte que la déclaration d'urgence nationale a changé la dynamique, offrant un cadre légal pour réorienter les ressources humaines, matérielles et institutionnelles. Au même moment, Ibrahim Traoré a recentré l'action autour d'un objectif unique: créer un système capable de fonctionner même lorsque les aléas climatiques atteignent leurs extrêmes. Cette orientation a permis d'articuler trois priorités: multiplier les capacités de stockage, sécuriser les terres agricoles et prévenir les inondations futures grâce à l'anticipation technologique. La période 2021-2023 fournit la clé de compréhension. La sécheresse la plus sévère depuis 4 décennies a rappelé que dépendre des pluies revenait à accepter une vulnérabilité chronique. D'où la nécessité d'un projet dont l'ambition n'était pas de réparer, mais de reconstruire le modèle hydrique du pays. Ce repositionnement explique pourquoi ingénieurs, équipes locales et bataillons du génie ont été déployés en quelques jours, formant un maillage opérationnel inédit. En replaçant cette crise dans une chaîne cause-effet claire: déficit hydrique, effondrement agricole, fragilisation sociale, la dynamique lancée en 2023 apparaît comme la première réponse capable de rompre un cycle vieux de plusieurs décennies. Au centre de la mise en œuvre, une figure collective s'est imposée: les ingénieurs civils et hydrauliques mobilisés dès les premières semaines. Leur rôle n'a pas été théorique. Ils ont parcouru les provinces pour cartographier les sols, identifier les zones critiques et décider des emplacements où les premières stations de pompage pourraient fonctionner même en cas de rupture électrique.
À leur côté, les communautés rurales ont servi de baromètre direct, indiquant les points où les puits s'effondraient le plus vite ou où les terres risquaient d'être définitivement perdues. Le premier exemple concret a émergé dans une localité du centre-nord. Un village qui voyait ses puits se vider chaque mois plus tôt que l'année précédente a été raccordé à un canal expérimental alimenté par un réservoir encore inachevé. Les techniciens ont constaté que, malgré une capacité partielle, le système permettait déjà de maintenir les cultures maraîchères pendant une saison sèche particulièrement longue. Un deuxième exemple est apparu dans une zone frontalière où les familles parcouraient des kilomètres pour obtenir quelques litres d'eau. Là, un groupe d'ouvriers, épaulés par des unités du génie militaire, a installé une pompe hybride nom- qui a immédiatement réduit le temps de collecte. En moins de 2 semaines, le taux de maladie hydrique a commencé à baisser selon les rapports locaux. Ibrahim Traoré, régulièrement présent dans ces premières zones pilotes, a renforcé l'élan national en soulignant que chaque amélioration locale devait servir de modèle reproductible. Son approche a consolidé une logique ascendante: observer, tester, puis déployer à grande échelle. Les bulldozers ont été redéployés dès les premières heures. Les équipes ont creusé des tranchées pendant la nuit. Les cartes hydrologiques ont été actualisées en continu pour ajuster les tracés. Chaque province a envoyé des techniciens pour rejoindre les unités déjà sur place. Les villages ont fourni des volontaires, souvent en surnombre. La séquence d'activation a commencé par les zones les plus touchées. Les premiers réservoirs pilotes ont été délimités à la hâte, puis révisés, puis élargis. Des excavatrices ont ouvert des bassins capables d'absorber les pluies rares mais intenses. Les chaînes humaines ont transporté des sacs de renforcement quand les machines s'enfonçaient dans la boue. Le réseau de pompes hybrides a été testé dès qu'une ligne pouvait fonctionner, même partiellement. Ensuite est venue la montée en puissance. Les 12 bataillons du génie ont convergé vers les chantiers sensibles. Les équipes civiles ont repris les segments secondaires. Les premiers canaux opérationnels ont irrigué des terres qui n'avaient plus vu d'eau maîtrisée depuis des années. Les agriculteurs ont observé une première floraison en pleine saison sèche. À ce moment, Ibrahim Traoré a exigé une coordination stricte entre planification nationale et retour de terrain. Chaque rapport quotidien a modifié les priorités du jour suivant. Les zones vulnérables ont reçu un renfort immédiat. Les provinces relativement stables ont été redéployées pour soutenir celles en tension. Puis la phase de stabilisation a commencé. Les centaines de réservoirs se sont remplis plus vite que prévu. Les pompes hybrides ont pris le relais lorsque le réseau électrique s'est effondré pendant une nuit de surcharge. Les canaux ont résisté à leur premier test de pression. Les systèmes d'- les systèmes d'alerte ont détecté un début d'accumulation des eaux après un orage localisé. La population a rapidement perçu la différence. Les trajets pour chercher de l'eau ont diminué. Les marchés ont recommencé à vendre des légumes frais. Les écoles ont rouvert dans les zones où la pénurie paralysait la vie quotidienne. Mais la dynamique n'a pas été linéaire. Des ruptures d'approvisionnement en matériaux ont ralenti plusieurs chantiers. Des stations de pompage ont dû être réparées dans l'urgence après des pannes imprévues. Certains canaux ont cédé sous la pression des premières crues. Les équipes ont corrigé, renforcé, consolidé, puis relancé les opérations. Au fil des mois, l'architecture du projet s'est clarifiée. Chaque réservoir achevé devenait un point d'ancrage. Chaque canal fonctionnel ouvrait un nouveau corridor agricole. Chaque station hybride apportait une marge supplémentaire de sécurité et chaque ajustement améliorait l'ensemble du dispositif. Dans ce mouvement continu, Ibrahim Traoré est resté le point fixe, tenant la ligne stratégique pendant que tous les paramètres fluctuaient autour du projet.
Sa présence régulière a maintenu le rythme des équipes et son cap a structuré l'effort national. Au départ, les capacités hydriques du Burkina Faso reposaient sur un réseau dispersé de puits et de retenues naturelles. Puis, l'écart s'est creusé lorsque les premières infrastructures du projet ont multiplié les volumes stockés et stabilisé l'approvisionnement dans plusieurs provinces. Cette transition entre la situation initiale et l'amélioration obtenue constitue la clé pour mesurer l'ampleur réelle du changement. Elle permet de comparer un système soumis aux aléas climatiques avec un dispositif pensé pour résister aux sécheresses prolongées. Le premier repère chiffré concerne les 300 réservoirs capables de stocker entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau. Ces installations ont créé une réserve d'une année entière, même en conditions de sécheresse extrême. L'échelle gigantesque de cette capacité a offert un filet de sécurité inédit aux régions agricoles les plus exposées. Le deuxième indicateur décisif est le réseau de 2000 km de canaux d'irrigation répartis sur 18 provinces. Cette infrastructure a permis de desservir 5 millions d'hectares de terres agricoles, soit environ un quart de la superficie totale du pays. Le troisième point clé est le taux d'opérationnalité des stations de pompage hybride qui a atteint 91% en 2000 malgré les pannes électriques récurrentes. Leur capacité à prendre le relais du réseau national a évité des interruptions critiques. Ces trois repères, réservoirs, canaux, stations hybrides, forment la colonne vertébrale de la nouvelle architecture hydrique. Ils révèlent une cohérence rare: stockage massif, transport stable, distribution résiliente. Pourtant, ces chiffres n'ont de sens que lorsqu'ils sont replacés dans les transformations visibles des communautés rurales. Là où les puits tarissaient trop tôt, les canaux ont apporté une irrigation constante. Là où les terres se craquelaient avant la fin de la saison sèche, les réservoirs ont permis de maintenir 2 cycles culturaux annuels. Et là où les stations de pompage dépendaient autrefois d'une électricité instable, les unités hybrides ont éliminé les ruptures répétées. La dynamique est également perceptible dans la réduction des pertes agricoles. Avant le projet, les estimations évoquaient environ 1,8 million de tonnes de récoltes perdues chaque année en raison de la sécheresse. Après l'installation du nouveau réseau hydrique, la diminution dépasse 60%, transformant les perspectives alimentaires de plusieurs régions. Cette chute spectaculaire n'est pas seulement un chiffre, elle représente des marchés réapprovisionnés, des familles moins vulnérables et une économie agricole remise en mouvement. Parallèlement, l'accès à l'eau potable a profondément évolué. Les trajets pour atteindre une source fiable ont baissé de près de 60%, générant un changement immédiat dans la vie quotidienne. Les maladies hydriques ont nettement reculé, un signe direct que la circulation de l'eau propre n'est plus menacée par les contaminations saisonnières. La logique transition entre la situation initiale et l'amélioration obtenue permet finalement de mesurer les effets systémiques. D'un côté, un pays exposé à la sécheresse structurelle; de l'autre, une nation dotée d'un réseau capable d'amortir des chocs climatiques extrêmes tout en soutenant sa production alimentaire. Ce glissement d'un modèle vulnérable vers une architecture résiliente montre que les chiffres ne sont pas de simples repères techniques. Ils témoignent d'un changement matériel profond, consolidé par des infrastructures qui transforment durablement la relation du pays à son environnement. Pour comprendre la portée réelle du projet, il est nécessaire d'examiner avec rigueur les deux visions opposées qui se sont affrontées dès les premiers mois. D'un côté,
Les partisans soulignent que la construction accélérée de réservoirs, la mise en service des pompes hybrides et l'extension rapide des canaux d'irrigation constituent une preuve tangible que le Burkina Faso peut se libérer de la dépendance structurelle aux pluies irrégulières. Selon eux, l'architecture hydrique déployée entre 2023 et 2025 démontre non seulement une capacité d'exécution rarement observée dans la région, mais aussi une cohérence stratégique fondée sur l'autonomie décisionnelle. Il rappelle que les résultats visibles de récoltes annuelles, baisse des maladies hydriques et accès simplifié à l'eau potable sont des indicateurs concrets de transformation et non de simples aspirations politiques. De l'autre côté, les sceptiques avancent une critique fondée sur la durabilité à long terme. Ils estiment que la multiplication rapide des infrastructures pourrait entraîner des défis techniques majeurs, notamment l'accumulation de sédiments dans les réservoirs, les risques d'usure accélérée des canaux, ou encore la nécessité d'un entretien constant des stations hybrides. Pour eux, un système aussi vaste requiert une organisation stable, une main-d'œuvre hautement qualifiée et des ressources financières continues. Certains observateurs internationaux mettent également en garde contre une éventuelle fragilité face au changement climatique, rappelant que les sécheresses et les crues s'intensifieront dans les prochaines années. Cependant, l'analyse des données collectées depuis 2023 nuance fortement ces inquiétudes. Les premiers retours montrent que les réservoirs ont fonctionné au-delà des prévisions initiales et que les canaux, malgré quelques réparations locales, ont maintenu un débit stable durant les périodes critiques. Les stations hybrides, conçues pour fonctionner même en cas de panne électrique, ont confirmé leur relevancy en assurant une continuité hydrique dans les régions les plus vulnérables. À cela s'ajoute un élément souvent sous-estimé, la formation accélérée des techniciens locaux, qui a permis de créer une main-d'œuvre nationale capable d'assurer la maintenance sans recourir systématiquement à une expertise extérieure. Dans cette perspective, le débat Stillman ne se résout pas par une opposition frontale, mais par une lecture équilibrée. Oui, les défis existent, mais les performances observées jusqu'ici indiquent que les fondations du système reposent sur une architecture robuste, pensée pour absorber les incertitudes futures tout en consolidant la souveraineté hydrique du pays. Un moment charnière surgit. À mi-parcours, un élément jusqu'ici secondaire s'est imposé comme le véritable pivot du projet, la capacité du pays à maintenir l'ensemble du réseau hydrique même lorsque les infrastructures nationales étaient sous pression maximale. Cette constatation a renversé plusieurs analyses initiales qui voyaient dans le système un ensemble fragile, dépendant d'une stabilité énergétique incertaine. La révélation est venue d'un incident localisé. Une coupure électrique prolongée dans une zone agricole majeure n'a pas interrompu l'irrigation. Les pompes hybrides ont pris le relais automatiquement, assurant un débit constant pendant toute la durée de la panne. Ce simple basculement a démontré que le dispositif avait franchi un seuil critique. Il n'était plus seulement fonctionnel, il était résilient. À partir de cet épisode, les équipes ont revu la cartographie des priorités. Elles ont identifié les corridors où la résilience pouvait être dupliquée puis renforcée. C'est à ce stade qu'Ibrahim Traoré a demandé une extension méthodique des modules hybrides, voyant dans cette architecture adaptable la clé pour stabiliser durablement les régions agricoles stratégiques. La logique opératoire s'est alors inversée. Au lieu de protéger un réseau vulnérable, les techniciens ont commencé à exploiter un système capable de résister aux chocs et même d'en tirer des indications pour l'améliorer. Cette inversion de posture a marqué le véritable moment charnière du projet, un moment où le dispositif cesse d'être expérimental pour devenir structurant. Les effets sont
du nouveau système hydrique se sont manifestés simultanément dans 4 sphères essentielles du pays, redéfinissant la trajectoire économique et sociale du Burkina Faso. L'architecture mise en place entre 2023 et 2025 a produit des transformations visibles, mesurables et souvent immédiates, au point que plusieurs indicateurs régionaux ont dû être réévalués. Les impacts décrits ci-dessous ne sont pas théoriques, ils résultent d'observations réalisées dans les zones déjà raccordées au réseau, là où l'irrigation et l'approvisionnement continu ont modifié le quotidien des habitants. Dans ce contexte, la stratégie portée par Ibrahim Traoré a servi de cadre pour articuler les priorités, assurant que chaque amélioration locale puisse être reproduite sur l'ensemble du territoire. Dans les zones agricoles, la capacité à maintenir 2 cycles culturaux par an a immédiatement renforcé la sécurité alimentaire. Des terres longtemps considérées comme marginales ont regagné leur potentiel grâce à l'irrigation stable, réduisant les pertes saisonnières et augmentant l'offre locale. Les marchés ruraux, auparavant dépendants d'importations coûteuses, exposent désormais des produits frais tout au long de l'année. Cette hausse de production a aussi permis à plusieurs provinces de stabiliser leurs revenus agricoles et d'expérimenter des cultures plus exigeantes en eau. Pour les petites et moyennes entreprises, l'arrivée d'un réseau hydrique fiable a changé la structure des coûts. Les ateliers de transformation alimentaire ont pu fonctionner sans interruption, diminuant les pertes liées aux coupures et améliorant la qualité de leurs produits. Dans certaines zones, de nouvelles chaînes logistiques ont émergé. Transporteurs, grossistes et commerçants ont profité de l'abondance de produits agricoles stables. Cet afflux d'activité a consolidé une dynamique économique jusque-là impossible dans les régions touchées par les sécheresses répétées. Du côté des ménages, la réduction de près de 60% des distances parcourues pour accéder à l'eau a transformé les routines quotidiennes. Les femmes et les enfants, qui assumaient traditionnellement cette tâche, disposent désormais de plusieurs heures supplémentaires par jour, modifiant l'équilibre du travail domestique et favorisant la scolarisation. Les maladies hydriques ont diminué dans les zones raccordées, allégeant la pression sur les centres de santé locaux. Les villages ont également observé un regain de stabilité, la concurrence pour les points d'eau ayant pratiquement disparu. Sur le plan régional, l'exemple burkinabé a attiré l'attention des pays voisins confrontés aux mêmes défis climatiques. Les infrastructures opérationnelles ont démontré qu'un modèle fondé sur les ressources internes pouvait dépasser les limites longtemps attribuées aux États sahéliens. Plusieurs gouvernements ont envoyé des délégations pour observer le fonctionnement des réservoirs et des systèmes hybrides, y voyant une piste stratégique pour réduire leur propre dépendance extérieure. Dans ces échanges, la présence d'Ibrahim Traoré a renforcé l'image d'un leadership structurant, capable d'orienter une politique publique vers l'autosuffisance concrète. En somme, l'impact réel du projet dépasse largement la seule gestion de l'eau. Il réorganise les priorités économiques, améliore la résilience communautaire et repositionne le pays dans un environnement régional en mutation. Les 4 dimensions, agriculture, entreprise, famille, souveraineté, montrent qu'un réseau hydrique robuste n'est pas seulement une infrastructure, c'est un levier de transformation qui réécrit la manière dont un État peut répondre à une crise structurelle tout en projetant une vision durable. Au moment où le réseau hydrique du Burkina Faso atteint une phase de stabilisation partielle, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 12 prochains mois. Elles reposent sur les performances observées en 2023, 2025, mais aussi sur la capacité du système à absorber des aléas climatiques qui pourraient se multiplier. Chaque scénario éclaire un angle différent, continuité prudente,
expansion coordonnée ou pression extrême nécessitant des ajustements rapides. Dans cette trajectoire, les infrastructures existantes maintiennent un niveau de performance similaire à celui observé en 2024. Les réservoirs conservent leur capacité grâce à des opérations d'entretien régulières, tandis que les canaux restent fonctionnels malgré quelques réparations locales. Les stations hybrides poursuivent leur rôle de filet de sécurité lorsque le réseau électrique fléchit, évitant les interruptions critiques. Les régions agricoles stabilisent deux cycles de production annuels, consolidant ainsi la sécurité alimentaire. Ce scénario repose sur un maintien strict de l'organisation actuelle, sans modification structurante. Dans cette option, les résultats positifs des zones déjà raccordées encouragent l'extension du modèle vers les provinces encore en attente de raccordement. Les équipes locales, formées depuis 2023, assurent désormais une maintenance plus rapide, réduisant les temps d'arrêt et améliorant la coordination. Les réservoirs supplémentaires augmentent la marge hydrique, permettant de mieux absorber les imprévus climatiques. Certaines zones agricoles testent des cultures plus exigeantes en eau, ouvrant la voie à une diversification plus soutenue. Les échanges régionaux s'intensifient, les pays voisins cherchant à reproduire ce modèle. Si ce scénario se réalise, le pays pourrait franchir un seuil de souveraineté hydrique encore plus affirmé. Dans ce cas, une succession de sécheresses plus longues ou de crues soudaines met le réseau à rude épreuve. Les réservoirs doivent être régulièrement dégagés des sédiments et plusieurs segments de canaux subissent des dommages structurels. Les stations hybrides résistent, mais leur maintenance devient plus exigeante, sollicitant davantage les équipes locales. La production agricole risque de subir des variations importantes, entraînant une pression accrue sur les marchés ruraux. Ce scénario n'implique pas un effondrement du système, mais il nécessite une adaptation organisationnelle rapide pour éviter une fragilisation durable. Face à ces trois trajectoires, l'enjeu n'est pas de prédire laquelle se réalisera, mais de concevoir un cadre opérationnel capable de basculer de l'une à l'autre sans rupture. La clé réside dans une approche modulable. Entretenir, renforcer, anticiper. C'est cette flexibilité qui déterminera la stabilité réelle du réseau dans les 12 prochains mois. Pour de nombreuses familles burkinabées, le changement induit par le nouveau réseau hydrique n'est pas une abstraction technique mais une expérience intime. Dans les villages où les trajets interminables pour collecter l'eau structuraient autrefois la journée, les routines se sont réorganisées. Les enfants arrivent désormais à l'école à l'heure, les femmes disposent de plus de temps pour des activités économiques ou communautaires, et les ménages peuvent planifier leur journée sans craindre qu'une pompe s'assèche avant la tombée de la nuit. Ce glissement progressif, bien qu'invisible dans les statistiques, redéfinit profondément la vie quotidienne. Dans les quartiers urbains, l'approvisionnement régulier a réduit les périodes de stress liées aux coupures. Les familles peuvent cuisiner, nettoyer, travailler et maintenir une hygiène constante sans devoir stocker des litres d'eau dans l'urgence. Plusieurs associations locales témoignent déjà d'un changement de climat émotionnel. Moins d'anxiété, moins de tension autour de la gestion des réserves domestiques, davantage de stabilité. Cette sérénité retrouvée agit comme un ciment social, renforçant la cohésion dans des espaces où la précarité hydrique avait longtemps créé des tensions. Ce qui touche directement le public, ce n'est pas seulement l'amélioration matérielle, mais la possibilité de retrouver un contrôle sur son propre quotidien. Là où l'incertitude dominait, les habitants peuvent désormais faire des choix simples. Cultiver un lopin de terre, lancer une petite activité de transformation ou simplement organiser leur semaine avec une marge de sécurité. Ces gestes, modestes en apparence, représentent une forme de dignité retrouvée.
Pour celles et ceux qui observent 5-7 cette transformation de l'extérieur, deux pistes peuvent donc servir de repère. Suivre l'évolution d'une communauté précise au fil des mois ou s'intéresser à la manière dont les familles adaptent leurs habitudes lorsque l'eau cesse d'être un facteur d'imprévu constant. Ces regards concrets permettent de mesurer l'impact réel bien au-delà des chiffres. Pour assurer la pérennité du réseau hydrique, une feuille de route structurée s'impose, articulée autour d'actions concrètes, mesurables et adaptées aux réalités du terrain. L'objectif n'est pas de proposer un modèle théorique, mais d'indiquer les étapes qui permettent au système de rester opérationnel malgré les pressions climatiques et matérielles. Ibrahim Traoré, en fixant une orientation axée sur la souveraineté hydrique, a déjà posé les fondations d'une stratégie durable. Il reste désormais à en préciser les mouvements. Cette trajectoire n'est pas une liste théorique. Elle sert de garant pour maintenir le système, absorber les imprévus et prolonger l'élan initial porté par Ibrahim Traoré. Dans les premiers villages raccordés, là où les ingénieurs et les habitants avaient formé des chaînes humaines pour renforcer les parois des canaux, une mémoire collective s'est installée. Ce geste simple, passer un sac de terre de main en main, est devenu le symbole d'un pays qui refuse désormais de subir la fatalité climatique. Aujourd'hui encore, les mêmes communautés regardent les réservoirs remplis et reconnaissent dans ces reflets l'écho de leur propre effort. Rien n'a été obtenu par miracle. Tout a été construit par une volonté partagée. Ibrahim Traoré a souvent rappelé que le projet n'était pas seulement une réponse technique, mais une manière de réapprendre à se tenir ensemble. Et cette idée résonne avec force dans les régions qui autrefois voyaient leurs terres se fissurer sous le soleil, là où la confiance avait disparu avant même que l'eau ne manque. La transformation apportait un souffle nouveau, celui d'une nation capable de s'unir autour d'un objectif vital, sans attendre une intervention extérieure. Ce renouveau s'observe dans les regards, les récoltes, les gestes le simple rendu possible. Une nation peut se relever en se reliant. Ce fil invisible, né dans la poussière des premiers chantiers, continue aujourd'hui de lier les Burkinabés à leur propre avenir. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle s'est écrite à travers le projet hydrique, montre qu'une nation peut transformer une crise profonde en levier de souveraineté. Lorsque les réservoirs se remplissent, lorsque les canaux transportent l'eau jusqu'aux zones les plus reculées, c'est toute une société qui redécouvre sa capacité d'agir. Les familles gagnent en stabilité, les communautés en cohésion et les régions rurales en perspective longtemps considérées comme inaccessibles. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les infrastructures. C'est la manière dont un peuple réapprend à se faire confiance, à construire sans attendre l'aide extérieure, à considérer l'eau comme un bien commun plutôt qu'une source de fragilité. Les transformations déjà observées ne représentent qu'un début et leur portée future dépendra de la manière dont les Burkinabés et plus largement les observateurs africains choisiront d'y prendre part. Chaque geste compte, partager l'expérience, suivre l'évolution des régions raccordées, soutenir les initiatives qui renforcent l'autonomie locale. La question, désormais, appartient à chacun. Quelles autres frontières peut-on franchir lorsque la souveraineté devient un choix collectif ?